un œil dans l'assiette, comment évoluent nos représentations. Nous avons tendance à voir notre époque comme une évidence, un état figé, un équilibre naturel qui aurait toujours existé et qui perdurera. C'est ce qu'on appelle le présentisme cognitif, figurez-vous. Une difficulté à percevoir les transformations passées et à imaginer les bouleversements futurs. L'alimentation ne fait pas exception. Nos choix alimentaires, nos normes diététiques, nos plaisirs culinaires nous semblent aller de soi, alors qu'ils sont en réalité le fruit d'un enchevêtrement d'évolutions historiques, économiques et culturelles. Ce que nous mangeons aujourd'hui est le produit je vais y arriver, de découvertes géographiques, de révolutions industrielles, de l'essor du froid domestique, de l'intensification agricole et de la globalisation des marchés. Nos supermarchés regorgent d'aliments qui ont parcouru la planète entière avant d'atterrir dans nos paniers. La publicité et le marketing façonnent nos désirs en orientant nos habitudes d'achat, souvent à notre insu, plus ou moins. Et les normes sanitaires, elles aussi, se sont radicalement transformées sous l'effet de crises alimentaires et d'une réglementation de plus en plus stricte. On pourra en dire un mot. Il y a un siècle, l'idée de boire du lait d'amande ou d'avoine aurait semblé plus farfelue que les voitures volantes promises pour 2015. Elles sont où, les voitures volantes de 2015 ? L'allaitement maternel, jadis incontournable, a connu un déclin avec l'essor des laits infantiles, avant d'être remis en avant par les campagnes prônant ses bienfaits. De même, la viande, autrefois synonyme de prospérité, est aujourd'hui remise en cause pour des raisons de santé et d'impact climatique. Tandis que le gaspillage alimentaire, longtemps ignoré, est devenu un enjeu éthique et politique. À l'inverse, certains piliers de l'alimentation sont maintenant perçus comme problématiques. Le pain et les céréales voient leur statut d'aliments de base contesté par les régimes sans gluten ou paléo, on pourra en parler. Le sucre est diabolisé, ça on l'a déjà dit. Il est diabolisé, mais c'est peut-être pertinent. Et l'ultra-transformation suscite une méfiance croissante, bien que son rôle dans l'accessibilité alimentaire soit indéniable. Nous sommes de plus en plus souvent assaillis de discours contradictoires, de multiples acteurs entrent en jeu, industrie alimentaire, pouvoir public, ONG, associations de consommateurs et bien sûr une foule d'influenceurs, voire de youtubeurs et de pseudo-experts qui se disputent notre attention et notre confiance. Tous ces acteurs ont joué et continuent de jouer un rôle dans notre manière d'appréhender une tranche de jambon, une laitue ou une barre chocolatée. Nos perceptions et nos valeurs évoluent en fonction des avancées scientifiques, des crises sanitaires, des choix politiques et des sensibilités sociales. Comprendre cette dynamique, c'est malheureusement avoir une feuille qui manque, et je n'ai pas la fin de mon édito. C'est très important, tout ça, pour éviter de faire confiance aux gens qu'il ne faut pas. Je suis un professionnel. Voilà, comprendre tout ça, c'est très important. Pour reprendre la main sur nos choix et mieux saisir les débats qui animent notre époque. Pour mieux comprendre l'évolution de notre regard sur ce que l'on nous propose de mettre dans notre assiette et des jugements que nous émettons sur nos habitudes, sur les discours normatifs du bien manger, nous bénéficierons des lumières de 3 spécialistes, dont une que vous connaissez déjà, et je les rejoins, et Vled leur tend le micro pour qu'ils se présentent. Merci beaucoup. Je vous tends le micro. Bonsoir, alors je suis France Arbois-Calas, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Montpellier, et j'appartiens au laboratoire LIRDEF, laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Et j'ai une formation de base en nutrition, biochimie, nutrition. Je m'intéresse aux questions d'éducation à la santé. Bonsoir, donc Philippe Cardon, je suis enseignant-chercheur en sociologie à l'Université de Lille. Je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le CERIES et également rattaché à un autre laboratoire qui s'appelle SOLAL, qui est à INRAE, donc qui est spécialisé sur la question de la sociologie de l'alimentation. Et moi, je me situe sur un autre volet des enjeux dont on a parlé ce soir, c'est le volet consommation et consommateur, puisqu'il essayer de comprendre un petit peu la diversité des profils de consommateurs, parce qu'on ne mange pas tous pareil. On n'a pas tous le même rapport au savoir scientifique. On a encore moins tous le même rapport aux enjeux nutritionnels.
Et ça fonctionne aussi, c'est ce dont on va beaucoup parler, comme un filtre dans notre perception de tout ce qu'on peut nous diffuser comme information autour de l'alimentation et de la nutrition. Alors, j'ai envie de vous... on a fait le tour des gens. Mathilde, on vous connaît déjà. Dans la manière dont on représente tout ça, on a l'impression que notre grand-mère savait tout, que vraiment à l'époque on mangeait mieux, et on est nostalgique parce que c'était mieux à l'époque, quand on était gamin, tout était plus facile. Hein. Est-ce que l'idée de la sagesse des anciens, ça a du sens? Est-ce que par certains aspects on mangeait mieux avant, ou est-ce que ça n'est que du fantasme? Qui veut répondre? C'est vraiment hyper intéressant et ça rejoint beaucoup de questions qu'on a de la part de consommateurs parfois, et notamment aussi, pour faire le lien avec la table ronde précédente, de modes qu'on peut voir. Vous avez dû peut-être entendre parler, par exemple, des régimes paléo ou du crudivorisme, etc. Donc des régimes qui sont basés sur l'imaginaire que c'était mieux avant, quand c'était tout naturel, etc. Donc rappelons quand même qu'au paléolithique, ils devaient avoir une espérance de vie de 35 ans, je ne sais pas, quand ils avaient de la chance. Donc non, c'était pas mieux avant. Il y a quand même énormément de choses dans notre société, dans notre alimentation, de par l'avancée des recherches, des connaissances, mais aussi de la sécurité alimentaire d'un point de vue microbiologique, sécurité aussi parce qu'on arrive en France à se procurer des fruits, des légumes, des aliments. Voilà. On a quand même une alimentation qui s'est améliorée, donc non, c'était pas mieux avant. Par contre, il y a quand même des choses qui, et c'est à l'échelle des dernières décennies, se sont de plus en plus installées dans nos assiettes. Quand on évoquait tout à l'heure la problématique de l'ultra-transformation des aliments, c'est vrai que l'usage de ces additifs alimentaires, oui, il y a un siècle et quelques, il n'y avait pas tout ça. On se pose de plus en plus la question. On a aujourd'hui plus de 80-90 études qui montrent des impacts potentiellement négatifs de ces aliments dits ultra transformés, qui vont contenir notamment ces additifs alimentaires dont on pourrait se passer sur la santé. Donc là, on parle de maladies cardiovasculaires, obésité, voire même symptômes dépressifs. Donc il y a beaucoup d'associations avec les problèmes de santé. Des études qui commencent à montrer les problèmes de certains additifs. On a des travaux là dans Nutrinet Santé aussi. Donc ça, ce sont des choses quand même qui ont émergé en effet ces dernières décennies et qui sont peut-être pas une bonne face de notre alimentation. Il y a la problématique des emballages plastiques aussi. Là, on commence des projets de recherche là-dessus dans le laboratoire avec les contaminants qui migrent des emballages. Et oui, ça, c'est vrai qu'il y a un siècle ou deux, il n'y avait pas ces problématiques-là. Donc, tout n'est pas à jeter à la poubelle, loin de là. Mais par contre, il y a des choses assez récentes, oui, qui posent de vraies questions sanitaires. D'ailleurs, la poubelle, on les remplit trop déjà, donc on ne met pas tout à la poubelle. Sur cette connaissance que vous, France, vous êtes intéressé au conflit entre les différents types de savoirs. Donc voilà, nos anciens, ils n'étaient pas savants comme on l'est maintenant, mais ils avaient leur type de connaissance du terroir, des produits, etc. Et peut-être qu'ils faisaient des choses qui étaient malignes en fait à l'époque et qu'on a oublié. Et oui, effectivement. Et ce que ça m'évoque quand on parle de sagesse des anciens, justement, c'est ce qui était peut-être mieux avant, c'est qu'on savait prendre le temps. On savait prendre le temps d'observer aussi, notamment, et de mener des petites expériences à son échelle. Et on a produit un certain nombre de savoirs qui n'étaient pas les savoirs scientifiques d'aujourd'hui, qui étaient plus des savoirs empiriques, mais qui servent de base aux savoirs scientifiques aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on mange du pain, on mange des yaourts. On sait que dans ces transformations alimentaires, on a identifié les agents microbiologiques responsables de ces transformations, mais on n'a pas attendu quelques décennies pour manger du pain et du yaourt. Ça fait des siècles, des millénaires qu'on mange du pain et du yaourt. Et donc, sur les transformations alimentaires, il y avait des savoirs empiriques qu'on peut réhabiliter à travers ça. Sur les processus de conservation des aliments aussi, sur les mélanges aussi qu'on peut faire. Les personnes qui sont végétariennes savent bien que pour avoir des protéines complètes, un apport de protéines complètes, on va mélanger des céréales et des légumineuses. Donc parce que chacun va apporter des apports limitants en acides aminés. Et donc de mélanger ces deux types de céréales et de légumineuses permet d'équilibrer son alimentation et d'avoir des protéines complètes. Les acides aminés, la découverte des acides aminés limitants, c'est assez récent, mais les populations précolombiennes ou le sous-continent indien, les populations savaient déjà faire ces mélanges pour avoir une alimentation équilibrée. Donc je pense que ces savoirs ancestraux, ils réhabilitent certains savoirs qu'aujourd'hui la science oublie un petit peu. Et dans le domaine de l'alimentation, je pense qu'on en reparlera.
le consommateur ne fait pas référence qu'au savoir scientifique pour prendre ses décisions. Loin de là. Il y a une écologie des savoirs, plusieurs savoirs qui vont entrer en ligne de compte pour prendre ces décisions et qui rentrent dans le processus de choix, mais on va garder ça pour plus tard, je pense. Alors, il y a l'écologie des savoirs, mais il y a aussi l'écologie des influences. Il y a le consommateur, il y a ceux qui produisent, ceux qui nous vendent, on a l'État. Et vous, votre truc, c'est un petit peu de comprendre un peu comment ça marche, cette dynamique entre ces différents acteurs et comment ça évolue. Donc là, on est à l'heure actuelle, mais nos anciens, comment ça marchait? Qu'est-ce qui était différent à leur époque dans les influences qu'ils subissaient, comme tout le monde, sur ce qu'ils mangeaient? Peut-être qu'il y avait moins d'injonctions, peut-être qu'il y avait moins de preuves, il y avait moins d'inquiétudes, je ne sais pas ce qui se passait. Je ne pense pas qu'il y avait moins de preuves. On est sur des registres cognitifs de cognition des savoirs qui évoluent avec le temps, qui changent en fonction des époques. Par contre, la réalité, c'est que de tout temps, l'alimentation était un objet politique. Il y a une dimension politique derrière l'alimentation. C'est-à-dire qu'elle engage à la fois les consommateurs, les gens qui mangent, elle va engager également tout un ensemble d'acteurs qui vont prendre en charge des questions telles que ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il y a le marché au sens très très large qui lui aussi évolue au fil du temps, au fil des époques. Et puis il y a un autre acteur qui est central et qui est devenu central aujourd'hui, c'est l'État au sens très très large, qui est celui qui propose de diffuser un certain nombre de normes, de recommandations auxquelles nous on est confrontés aujourd'hui. Donc en fait nous en tant que consommateurs, on est un peu situé à l'articulation de tous ces grands acteurs que sont le marché. Ça peut être aussi des ONG aujourd'hui qui sont là pour essayer de transformer, par exemple, les façons de produire dans l'agro-industrie. Puis c'est aussi l'État qui, lui, est un acteur qui agit à la fois sur des politiques publiques pour nous dire ce qu'il faut manger, d'où le PNNS, par exemple, mais aussi qui va être une sorte de donneur d'ordre auprès des entreprises de l'agro-industrie en leur disant il faut limiter un peu l'utilisation du sel dont on a parlé tout à l'heure, ou l'utilisation du gras artificiel, etc. Donc, en fait, c'est une logique qui de tout temps a existé. Par contre, il y a une chose qu'on n'a toujours pas encore évoquée pour l'instant, c'est qu'est-ce que c'est un consommateur ? Et un consommateur, ça n'existe pas en soi. En fait, il y a une diversité de consommateurs qui sont liés en fait à tout un ensemble de caractéristiques sociales. Genre l'origine sociale, c'est un élément important. Le diplôme, c'est un élément important. Le genre. Et donc, ce que nous, on sait en sociologie et qui croise les travaux des épidémiologues, c'est que les habitudes alimentaires, en fait, elles sont déterminées par tout un ensemble de facteurs extérieurs aux individus qui les contraignent plus ou moins dans leurs habitudes alimentaires. Et ça, c'est un point important parce qu'en fait, ça détermine aussi certaines façons, certains rapports au savoir scientifique, à d'autres types de savoirs, et qui vont aussi varier en fonction du milieu social, en fonction du diplôme. Et donc, si on veut reprendre l'exemple des légumes, par exemple, ça c'est un élément extrêmement intéressant. En fait, plus on monte dans l'échelle sociale, plus les individus consomment de produits frais et de légumes, par exemple. Plus on descend dans l'échelle sociale, plus moins on en consomme, et plus on va consommer de produits, par exemple, transformés, voire même ultra transformés, qui ont des conséquences, et ça, c'est les épidémiologues qui le disent, qui ont des conséquences sur la santé. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qui est vraiment central. Le consommateur, c'est quelque chose d'extrêmement diversifié et varié, et qui a un rapport différencié à la fois à l'alimentation, aux habitudes alimentaires et au savoir. Et ça, c'est une logique sociale qui existe depuis toujours. On va y revenir, cette thématique des injonctions de la liberté ou pas. Un mot sur les fast-foods, ça n'a pas été évoqué du tout. Les anciens, ça c'est un truc, c'est nouveau. Enfin, en tout cas pour nous, ça a 30, 40 ans, les fast-foods. Est-ce que ça a un impact? Et dans vos différentes disciplines, le rapport au fast-food ne va pas être le même. Qu'est-ce que vous avez à en dire de là où vous êtes expert de votre discipline? Qui veut commencer? Peut-être quelques mots rapides. Je parle de mon expérience personnelle. Quand je vais au fast-food, je me fais plaisir. Et je pense que le plaisir gustatif, pas pour tout, mais sur ce que j'aime, en tout cas, dans l'alimentation, c'est très important. C'est pour ça que je parlais d'une écologie des savoirs. Il y a plusieurs éléments qui vont jouer un rôle dans la prise de décision. Bien sûr, sur le plan nutritionnel, on est tous d'accord, c'est pas satisfaisant, mais nous sommes des êtres bio, psycho, sociaux, environnementaux. Et énergétiques, mais pas ce soir. Et la santé, ça passe aussi par le plaisir, ça passe aussi par ces moments où on s'autorise des écarts. Voilà, donc j'aurais tendance à savoir doser. Tout est question de dose, effectivement. Alors
Moi, j'ai plein de choses à répondre. Alors, on prend que 5 minutes, mais ça, il faut quand même qu'on lise un mot. C'est un élément important dans le paysage aujourd'hui. Bon. Déjà, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir, parce que moi, j'adore aussi manger, je suis très gourmande, etc., mais beaucoup plus plaisir qu'en allant au McDo, c'est quand même vraiment pas de la bonne qualité. Donc, bon, déjà, il y a cette notion, mais bien entendu, hein, on l'évoquait tout à l'heure, il faut se faire plaisir. Sinon, on est comme le lendemain du 31 décembre, hein, vous allez prendre des bonnes résolutions, je sors de la salle, je vais manger mes 5 portions de fruits et légumes, etc., avec du brocoli sans sauce, ça va être horrible, vous allez tenir un jour et puis vous allez arrêter. Donc, la notion de plaisir, elle est hyper importante. Après, le problème de ces chaînes de fast-food, c'est que c'est pas une fois de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a une publicité, un marketing auprès des jeunes qui incite à y aller tous les jours, qui a une pression sociale pour y aller tous les jours. Il y a des goodies, etc., qui font qu'on n'est pas justement dans cet équilibre d'une fois. Il y a le problème du sucre aussi. De temps en temps, il y a le sucre, il y a le gras, il n'y a rien qui va. Il y a le fait que ce soit prouvé, là, l'impact sur l'obésité, sur les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, d'un point de vue santé, encore une fois par an, il vous arrive à rien du tout, mais au quotidien, ça va pas trop. Mais juste dans le côté fast, je trouve que ça fait écho à ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, qui était hyper intéressant, sur les anciens, sur le côté du temps. Oui. Parce que le fast-food, le problème aussi, c'est dans le nom. Ce que on faisait sûrement mieux à l'époque, et là, même à l'échelle de ma génération enfant, le côté de prendre le temps de manger, et du coup, d'écouter, d'avoir le temps d'écouter son estomac qui nous dit c'est bon, là j'ai atteint la satiété, écouter ces signaux de faim et de satiété, manger ce qu'on appelle en pleine conscience. Vous avez peut-être entendu ces aspects-là. Il y a de vrais travaux scientifiques, des échelles qui valident, hein, c'est pas un concept ésotérique, hein, qui valide. Et puis en fait, quand on le dit, ça fait sens. C'est-à-dire, si vous mangez en savourant ce que vous mangez, en prenant du plaisir, vous allez moins vous goinfrer. Si vous n'êtes pas devant la télévision ou vous mangez machinalement avec des publicités en plus qui vous donnent en plus envie de manger n'importe quoi, forcément, vous n'allez pas avoir la même qualité d'alimentation et ça n'aura pas les mêmes répercussions sur la santé. Et ça commence à être objectivé aussi dans les études. Et ça, c'est peut-être quelque chose que nos anciens faisaient mieux et qu'il faut retrouver et rééduquer les nouvelles générations à ce courant-là. Et là, avant que vous... Le problème, c'est que là, on est en train de dire aux gens, vous faites mal les choses. Non, mais ça peut être perçu comme, je pense que c'est pas ce que vous dites, mais ça peut être perçu comme, on me fait encore la leçon, il ne faut pas que je mange devant la télé parce que je vais attraper le cancer, ça sera ma faute. Alors, c'est pas ce qu'on est en train de dire, justement. Mais justement, M. Cardon va bien le préciser. Je sens bien qu'il était prêt à le faire. Non, je reviens, j'ai une obsession, c'est la question de l'origine sociale et des milieux sociaux. Oui. Elle est centrale. Sur la question du fast-food, les statistiques sont imparables. En fait, le problème avec les statistiques, c'est qu'elles sont imparables. Et la consommation de fast-food, là aussi, elle est fondamentalement liée à la structure sociale. Plus on monte dans l'échelle sociale, moins on consomme de fast-food. Plus on descend dans l'échelle sociale, plus on consomme de fast-food. Et sur la question du plaisir, en fait, c'est lié à cette question-là. Donc c'est la faute des pauvres. C'est ça que vous dites. C'est de leur faute. Ce que j'essaye de dire, c'est que, indépendamment de toute considération rationnelle ou quelle que soit, statistiquement, on voit un lien. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas plus loin, en fait. Chez les classes supérieures, entre guillemets, ça relève de l'exceptionnalité, là où, en fait, en réalité, quand on descend dans l'échelle sociale, et en particulier dans les milieux populaires, c'est une consommation qui est beaucoup plus fréquente et qui s'inscrit dans des habitudes alimentaires qui sont de cet ordre-là. Donc, ça, c'est important. Je crois que je vais dire un constat empirique important. Ça fait. Alors, je participe au prochain PNNS qui est en train d'être travaillé en ce moment. On part quand même d'un constat qui est assez dur. C'est que. On peut rappeler ce que c'est, ces lettres, s'il vous plaît ? Programme national nutrition santé, c'est celui qui parle des 5 fruits et légumes, manger, bouger. Bon, on parle d'un constat qui est dur, c'est que ça fait à peu près 30 ans qu'on investit dans des politiques publiques d'éducation, de sensibilisation, qu'on transmet des recommandations donc, qui ont une visée à améliorer l'alimentation. Et paradoxalement, quand on regarde la courbe d'obésité et de surpoids sur les 30 dernières années, elle ne fait que monter. Et je vais même aller plus loin, tu pourras peut-être rajouter un petit détail, c'est qu'aujourd'hui, elle touche même les catégories sociales qui jusqu'alors étaient relativement protégées, en particulier les personnes des milieux supérieurs. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, et donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre aussi que
les enjeux autour de la diffusion des recommandations nutritionnelles, c'est pas aussi simple, ça va pas de soi, Ça veut cette dire histoire. que ça marche pas, en fait, vous me dites. Bah, c'est plus Presque. compliqué. Disons qu'elle fonctionne bien avec les gens qui ont déjà conscience des enjeux et qui sont informés. On sait qu'il y a un lien avec une connaissance scientifique. Ce sont des gens plus ou moins diplômés, etc. Donc il y aurait une strate qui vous écoute un peu et du coup qui continue d'être protégée et ceux qui n'écoutent pas. C'est pas une strate qui écoute plus, c'est qu'il y a en fait, c'est l'inverse. Il y a ce qu'on appelle en sociologie un plafond de classe. C'est-à-dire, finalement, il y a des catégories en dessous desquelles, finalement, ces politiques publiques, elles ne fonctionnent pas pour des tas de raisons qu'on peut essayer d'aborder maintenant. Mais là, c'est un constat qui est objectivement mesuré statistiquement. D'accord. Je vous laisse élaborer un peu, puis après on passe à d'autres. Parce que j'aimerais qu'à la fin on puisse avoir le temps de discuter. Okay. Mais là-dessus, si vous voulez rajouter un mot. Parce que c'est compliqué tout ça, hein, c'est très compliqué, je sais bien. Très rapidement, sur le plan éducatif, comment ça résonne avec mes travaux, c'est sur le concept de littératie. C'est-à-dire comment on est capable d'accueillir, déjà d'aller chercher l'information, d'exercer sa pensée critique sur l'information, d'évaluer la source, d'assimiler l'information et d'orienter ses comportements en fonction. Le problème quand on touche à la santé et l'alimentation, c'est qu'on n'est pas des êtres rationnels. Et donc, on peut nous abonder de toute l'information qu'on voudra et nous abreuver de toutes les informations qu'on souhaitera. Nous ne sommes pas tous, toutes et toutes, nous ne sommes pas des êtres rationnels. Et même les personnes qui produisent les informations ne sont pas rationnelles non plus. Donc, je suis obligé d'intervenir un tout petit peu pour dire que c'est vrai et c'est pas vrai, parce que la plupart des gens sont rationnels, mais pas tout le temps, et on a tous des angles morts et on ne sait pas lesquels. Mais... Et ce qui est irrationnel, c'est de penser qu'on est rationnel tout le temps, parce qu'on l'est pas tout le temps. Et quand on juge en pensant qu'on juge forcément bien parce qu'on croit qu'on sait, c'est là qu'on commet les erreurs et qu'on les corrige pas. Je mets ma casquette et puis je m'arrête. Mais dans le domaine de la santé et de l'alimentation, je pense que vous ne me contredirez pas, on est soumis à de très nombreux biais, et on se fait piéger par ces biais. On se fait piéger par des influences émotionnelles notamment. Donc c'est assez difficile finalement de cloisonner ce qui est du registre purement cognitif, ce qui est du registre émotionnel. Parce que tout ça est assez intriqué. En tout cas, les questions d'inégalité sociale de santé par l'alimentation, elles sont absolument cruciales. C'est vraiment un marqueur très fort et on le voit aussi sur le gradient d'obésité, sur le gradient de maladie. Tout va avec ça. Je serais juste un petit peu moins pessimiste, moi, sur le côté les politiques. Le PNNS n'a jamais marché parce que c'est pas vrai. Et notamment, on est un des seuls pays où il y a eu quand même une inflexion de la courbe d'obésité. Donc, il y a quand même des signes positifs. Alors après, est-ce qu'ils sont... quand on est optimiste. Non, mais complètement. Voilà. Et on est quand même très nettement moins. Nous faisons-nous quand même plaisir, toujours en se comparant un peu aux États-Unis, ça fait toujours du bien. Sur les aliments ultra transformés, on est à 30% de l'apport énergétique. Là, une fenêtre où on peut le faire. Ouais, faisons-le toujours. Mais... Et ils sont à 60% des calories par jour par les aliments ultra transformés, etc. Donc on est quand même dans un pays où l'alimentation, tout n'est pas perdu. Et aussi, certainement que le PNNS y a contribué et y contribuera. Maintenant, il faut vraiment agir à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment là, on parle de mesures au niveau individuel. Le côté de développer la littératie, le fait d'éduquer dès l'enfance et du coup aussi de former les enseignants des primaires, secondaires, etc. à l'éducation nutritionnelle. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Diffuser les recommandations. Parce que je vous parlais des 5 portions de fruits et légumes. Si je vous fais un quiz sur les autres, je pense que vous les connaissez presque pas, parce que on n'a pas aussi fait cet effort de pédagogie et les moyens publics nécessaires à la communication de ces recommandations. Le Nutri-Score, c'est un des outils aussi pour guider les choix. Donc tout ça, c'est des choses importantes, mais il y a vraiment la transformation aussi, les politiques publiques qui ne jouent pas que sur le consommateur. Sinon, on va en effet culpabiliser, et y compris la mère seule, défavorisée, qui élève seule 3 enfants et qui n'en a rien à faire et qui va juste donner des aliments plaisir et qui coûtent pas cher, et on ne pourra pas la culpabiliser là-dessus. Donc c'est là où il faut, avec la régulation de la publicité, des filières. Il y a des filières, par exemple, là où ils se sont mis d'accord, la filière du pain, pour baisser les taux de sel dans le pain. Il y a des progrès qui ont été faits en 10 ans, là, sur les taux de sel dans le pain. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent progresser. Après, il y a des choses qui vont se faire uniquement si on est sur des mesures obligatoires auprès des industriels. Sinon, on aura toujours les mêmes qui vont adhérer et d'autres pas. Donc, vous anticipez la question que j'avais juste après, qui est celle des vraies libertés. Est-ce que les consommateurs
à qui on dit vous ne faites pas ça comme il faut? Est-ce qu'ils ont vraiment des leviers pour agir? Moi, j'ai mes habitudes à moi. Je sais que certaines... l'aspartame, c'était moi, hein, parce que je bois des sodas sans sucre. Il y a plein d'aspartame. Du coup, mon cancer... mais Thomas, tu as fait une zone... Tu le savais? Pourquoi tu ne changes pas d'habitude? C'est compliqué de changer les habitudes. Donc, rendre les gens responsables de ce qui leur arrive, c'est parce que vous voulez faire, mais c'est ce qui peut être entendu. Qu'est-ce qu'on a pour ne pas faire porter la responsabilité à la mère de famille qui fait bien ce qu'elle peut, au mec là, qui a 40 ans, vers la quarantaine, bien tassé maintenant, et qui sait bien, qui ne fait pas forcément les bons choix, et qui veut pas qu'en plus on l'engueule. Voilà. Juste, par exemple, il y a une étude de Santé publique France qui a mesuré, qui a regardé toutes les publicités auxquelles étaient exposés les enfants pour les produits alimentaires. Ils ont montré que pour plus de la moitié des produits, c'était des produits avec un Nutri-Score D ou E. Donc en fait, ils sont matraqués à longueur de temps et donc plus uniquement, maintenant, c'est pas dans les programmes pour enfants, mais ils sont exposés quand on a la télé allumée à la maison ou bien évidemment TikTok, sur les tables, sur les réseaux. Maintenant, ils regardent plus la télé, les enfants. Donc tout ça, si on ne régule pas. Donc, par exemple, nous on propose, et le Conseil de la santé publique il a proposé aussi dans un rapport récent, de, par exemple, réguler la publicité en se basant sur le profil du Nutri-Score. C'est-à-dire que, quand on est un aliment de Nutri-Score D ou E, on a moins le droit de faire la pub, ou en tout cas le rendre obligatoire dans la pub. Sur l'alcool qui était interdit dans les médias, vous voudriez qu'on ait des catégories de publicité pour les aliments interdites? Oui, le mot est fort, je ne sais pas si c'est... Complètement, oui, ça peut être... ça peut être donc McDo, plus de pub. bonne idée, oui. Juste pour poursuivre, sur la publicité des enfants, l'Angleterre, ils sont à la pointe sur ces questions-là, parce qu'en fait, ils ont interdit la publicité à des heures, justement, où les enfants regardent la télévision. Donc, ça a été un long combat législatif qui a été soutenu par des associations de consommateurs, mais ils y sont arrivés. Donc, on va être positif. On peut effectivement changer un certain nombre de choses. Alors après, c'est vrai que la limite par rapport à ça, c'est que certes, on peut imaginer ce type de temps-là, mais il y a toujours l'espace public. Moi, quand je passe à côté d'une école, d'un collège, d'une école primaire et que je vois une publicité pour du whisky, je suis horrifié, mais en même temps, que faire ? Est-ce qu'on doit autoriser des publicités pour du whisky à côté des écoles? Enfin, voilà. Dans les écoles, il y a avant le PNNS, justement, parce qu'on parle des recommandations du PNNS. On n'a pas le droit d'avoir un débit de boisson à moins de 150 mètres d'une école, par exemple. Exactement. Et avant le PNNS, il y avait des distributeurs. Quand j'étais ado au collège, il y avait des distributeurs de Coca-Cola sous les préaux. Oui. Maintenant, ça a été interdit. Donc, c'est ce genre de mesures-là qui va faire avancer les choses. La taxe soda, voilà, ce genre de choses. Et à l'inverse, parce que là encore, on est toujours dans les choses, on a l'impression pénalisées. Oui. Mais si dans les écoles, on met pour les goûter des distributeurs de fruits, voilà, il y a aussi le côté positif, quoi. Voilà. On n'est pas obligé toujours d'être dans la pénalisation. Il faut aussi valoriser les autres. On a encore un peu de temps avant les questions. Allez-y. Je voulais poursuivre sur la question de l'éducation, la sensibilisation, la recommandation, parce que c'est un vrai enjeu de société. Nous, ce qu'on commence à comprendre aussi, c'est que y a le rôle de l'État, il y a les politiques publiques. Et il ne faut pas oublier en fait qu'à l'échelle locale, de quartier, il existe tout un ensemble d'actions qui sont portées par des citoyens, qui créent des cantines, des restaurants citoyens, qui créent des ateliers de sensibilisation. Et en fait, là, nous, on est en train de répertorier en fait ce qui se passe à cette échelle-là. Et ce sont des citoyens qui sont porteurs aussi, qui ont une capacité à agir, à transmettre, à diffuser et à éduquer aussi. Donc, auprès des... Le tissu associatif a un rôle important. Le tissu associatif, il y a énormément de choses qui se font, en fait. C'est pas encore très connu, mais moi, j'appelle ça l'agir citoyen alimentaire. C'est vraiment des acteurs à l'échelle locale. Okay. On pourra donner des noms tout à l'heure, si vous voulez. Justement, pour aller plus loin là-dessus, sur le rôle de l'État, sur le rôle du politique, pour rendre l'environnement capacitant, il y a un projet en France actuellement, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Pour aider les personnes les plus démunies à avoir un budget qui leur permet d'aller vers des produits sains, des produits de haute valeur nutritionnelle. Donc il y a des initiatives, des expérimentations un peu partout en France, mais il faut effectivement que les politiques se saisissent de ça, pour que l'environnement des personnes soit aidant, soit capacitant et qu'il soit en capacité aussi économique de pouvoir aller vers une alimentation qui soit de meilleure qualité, ce qui est pas toujours le cas. On a parlé des aspects sociaux et socio-économiques, ça va aussi avec. Il faut avoir le portefeuille qui permet d'aller vers une alimentation de qualité. Alors tout ça, c'est des questions qui vont revenir du public. J'ai une autre thématique, moi c'est sur l'avenir.
Et demain, qu'est-ce qu'on mange? Enfin, pas que demain, mais dans le futur. On sera 7 milliards bientôt. Comment on nourrit tout le monde? Comment on approvisionne? Comment est-ce qu'on pourra encore manger des fraises en plein hiver, ou des ananas, etc., ou des bananes qui consomment du pétrole qu'on n'aura plus? On a le problème du gaspillage qui continue, le problème comment on mange trop de viande, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement. On y revient, hein, c'est aussi à l'environnement. On sait bien qu'on va dans le mur si on continue comme ça. À vos échelles, à vous, dans vos thématiques à vous, dans vos problématiques, comment on se projette pour anticiper les problèmes que ça va poser peut-être même dans 10 ans. Dans 10 ans, le monde sera différent. Qu'est-ce qu'on sait qu'on doit faire d'emblée dans vos métiers? Vous, les experts, allez-y. Hein. Oui, c'est vraiment les questions qu'on se pose justement hein, dans la préparation du prochain PNNS et qui aborde notamment les questions de durabilité et de co-bénéfice pour l'individu et pour la planète. Et de toute façon, pour la planète, ça revient aussi en bénéfice pour l'individu quand on en prend soin. On en a besoin de la planète, on vous l'a dit Et donc, évidemment, alors il y avait déjà dans la version actuelle du PNNS, par exemple, des aspects de privilégier les aliments végétaux, essayer de limiter les produits carnés ou les graisses animales, etc. Donc ça faisait déjà partie de ces aspects-là qu'il va falloir très certainement renforcer. Il y avait déjà des recommandations qui étaient qualitatives sur le fait d'essayer de privilégier les fruits et légumes de saison. Donc si vous allez sur mangerbouger.fr, vous avez le calendrier, les recettes avec les fruits et légumes de saison, etc. Et ça, typiquement, moi j'ai grandi à la campagne, mais je ne suis pas très futé. Je ne sais même plus, moi, parce qu'on va dans un supermarché, tout arrive en même temps, on ne sait plus actuellement les pêches, c'est quand? Là ça commence ou c'est pas encore le cas? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi, parce que les plus anciens ça va. Mais les gens qui ont 30 ou 20, est-ce qu'ils savent seulement ce que c'est un produit de saison? Non, mais ça, c'est très important pour des raisons effectivement d'impact environnemental. C'est pas leur faute. Non. On est dans une mondialisation de l'offre où on a accès à tout le temps, partout. Alors que oui, en effet, pour les fruits, les légumes, même les poissons, etc., il y a une saisonnalité à respecter pour avoir des produits qui impacteront moins l'environnement, mais aussi qui du coup auront moins de potentiellement conservateurs ou pesticides. Oui. À l'intérieur, plus de goût aussi. Donc, on a tout à y gagner finalement à suivre ces courants-là. Et puis, à moins se lasser et à faire comprendre. Les enfants, tout est dans l'éducation aussi. Hein. Si on leur fait comprendre que non, on ne mange pas des tomates et des fraises en plein hiver, ils retrouveront ça normal. Il suffit de reprendre le cap. Pour poursuivre, en fait, c'est toute la chaîne qui est en question là. Donc il y a le consommateur, il y a la distribution, puis il y a la production. Il y a des actions intéressantes qui sont faites. Par exemple, il y a une association, les produits de la mer, dont la fonction c'est de récupérer tous les produits de la mer qui sont pas vendus en fait sur le marché, qui sont censés être en fait constitués du déchet, donc de partir. Donc eux ils la récupèrent et ils créent un marché parallèle de produits. Ils vont diffuser. Donc ça c'est des types d'actions qui sont qu'on commence à voir. C'est sur la question de gaspillage. Donc voilà, il y a des idées, des choses qui commencent à émerger. Si je peux aussi, c'est quand même les plus gros impacts négatifs sur notre santé, on l'évoquait tout à l'heure, les boissons sucrées, les sodas, etc., sur la planète, c'est pas que manger des fruits et légumes de saison, c'est aussi ces systèmes de production et ces énormes mastodontes de l'agro-industrie et de la malbouffe qui vont produire des tonnes de bouteilles plastiques, qui vont créer des déchets, qui produisent des aliments, si on prend les sodas par exemple, dont on n'a pas du tout besoin pour la santé et qui sont mauvais. Donc c'est vraiment ça qu'il faut arriver à réguler et à diminuer dans notre paysage d'offres alimentaires. France, vous me disiez quand on a préparé l'émission qu'on a une époque où maintenant les savoirs qui sont produits n'arrangent plus du tout les grands industriels. Il fut un temps, ça allait de pair avec le développement général et l'accessibilité. Maintenant, leur industrie, on montre que leurs produits sont tous un peu cancérigènes, etc. Et donc ça ne les arrange pas. Est-ce qu'il y a des conflits à différentes échelles, et notamment dans la recherche, parce que c'est là où ça se joue un peu, pour produire des connaissances qui ne dérangent pas? Je pose des vraies questions. La recherche scientifique, déjà au sein de la recherche scientifique, il y a des conflits, on vit de conflits, les scientifiques vivent de conflits, c'est comme ça que la science progresse, donc ça c'est déjà un préalable. Et dans le domaine de l'alimentation, il y a différents savoirs qui rentrent en conflit. Les savoirs scientifiques peuvent rentrer parfois en conflit avec des savoirs... On parlait des savoirs qui sont produits dans le cadre du PNNS, qui sont produits en population.
Mais parfois, ces savoirs produits en population, à l'échelle individuelle, il va falloir les remoduler un petit peu, diminuer sa consommation de sel. Si on est quelqu'un qui transpire beaucoup ou qui vivons dans un pays où il fait très chaud, où on est amené à perdre beaucoup d'eau et donc de sel, ce n'est pas forcément une idée de réduire sa consommation de sel. Manger 5 fruits et légumes par jour et les fibres qui vont avec, si on a une fragilité intestinale, une maladie inflammatoire, ce n'est pas forcément une bonne idée de suivre ces recommandations de façon dogmatique, de les suivre à la lettre. Donc, à l'échelle individuelle, pas populationnelle, il y a une relecture des savoirs, il y a toute une éducation à faire pour faire dialoguer ces différentes formes de savoir. Et sur qu'est-ce qu'on va manger demain, je voulais aussi revenir sur la dimension affective de l'alimentation, parce que dans les substituts aux viandes, on a envisagé des aliments à base d'insectes, par exemple. Et c'est vrai que comment on fait accepter ça aux populations, et est-ce qu'on peut faire accepter ça aux populations à partir du moment où c'est pas dans notre culture alimentaire, on va dire, originelle. Donc c'est des questions aussi qu'il faut se poser, la dimension affective, le rôle des émotions. Ça fait aussi partie des savoirs, des formes de savoir qu'il faut travailler. J'appelle Valentin pour qu'il fasse circuler le micro. On va ouvrir les questions maintenant, on aura un peu de temps pour les questions, mais dernière intervention. Ouais, simplement pour revenir sur la question du lobby agro-industriel quand même. Oui. C'est-à-dire que sur le financement de la recherche publique, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'il y a quand même des études qui ont été publiées, par exemple sur boissons sucrées, obésité, qui montrent que quand l'étude est financée par une célèbre marque de soda, ou voilà, qui commence par Coca, par exemple, il y a 5 fois plus de risques de conduire à aucun lien, aucun problème entre boissons sucrées et obésité que si c'est une étude financée pour la recherche publique. Alors, donc, c'est sans parler de corruption, il y a des influences il y a tout un ensemble de stratégies, puis ce qui est super, c'est qu'on peut bénéficier de tous nos collègues, à la fois en marketing social, en sociologie, etc., qui ont étudié l'industrie du tabac et toutes leurs manigances, qu'ils appliquent et qui calquent avec les mêmes stratégies qui font que, par exemple, sur le Nutri-Score, j'évoquais tout à l'heure, 150 publications, même l'OCDE, pas notre équipe qui dit ça, qu'on pourrait éviter 2 millions de cas de maladies chroniques en Europe grâce au Nutri-Score d'ici 2050. Et pour autant, l'Europe ne prend pas la décision de le rendre obligatoire. L'Italie, il y a des manifestations de rue orchestrées par l'extrême droite qui se sert d'arguments populistes sur le Nutri-Score pour empêcher... Incroyable ce que vous dites. Voilà. Donc, warning sur ce qui pourrait se passer. Donc voilà, on est quand même dans ce rapport de force-là. Donc, tous les messages ne se valent pas du tout, notamment lorsqu'ils proviennent de personnes qui ont des conflits d'intérêts et qui émettent ces messages. Donc, voilà, toutes les connaissances scientifiques ne se valent pas. C'est même pas des connaissances scientifiques, d'ailleurs. Tous les résultats produits par des gens qui prétendent être de la science ne se valent pas. On le savait un peu, mais... Un mot là-dessus déjà, en soi, la science, c'est de la controverse. C'est comme ça qu'on avance. Et après, il y a la controverse entre public et privé. Ça, c'est sûr. Une question au deuxième rang, peut-être. Bonsoir, merci. Bonsoir. J'ai peut-être une anecdote pour illustrer ma question. Là, on a un petit peu développé pourquoi... quand on n'a pas le pouvoir, c'est difficile de faire une bascule à ces échelles-là, notamment quand le milieu social rentre en jeu. Il y a peu de temps, j'ai pu faire le lien avec un milieu qui n'est pas le mien, chez des gens plus jeunes et qui font pas mal de musculation. Et il y avait un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il était arrivé à une alimentation bien plus équilibrée, qui n'était pas du tout le cas à l'origine, par ce biais-là, par un pont qui a été dans une idée de performance, de sport, de modulation du corps, avait fini par découvrir les différentes qualités nutritionnelles qu'on a développé dans les deux tables rondes. Donc ma question, ça serait, est-ce que, est-ce que on a déjà pensé à des ponts comme celui que je viens de développer pour quand on n'a pas le pouvoir faire évoluer des populations pour qui on est inaudible habituellement? La question est compliquée. Je pense que
Non, enfin, en tout cas, enfin, ça permet aussi de souligner l'importance de l'activité physique. Et là, le pont, en effet, dans les recommandations du PNNS, il existe. Hein, on parle beaucoup d'alimentation, mais le combo gagnant pour la santé, c'est activité physique, alimentation, bon, puis tabac, etc. Et donc oui, après, les leviers individuels de chacun, ben voilà, là, il se trouve que cette personne-là a pu tomber sur une motivation personnelle de remise en forme, potentiellement d'image corporelle, de forme physique, etc., qui a fait que ça a suivi aussi au niveau alimentation. Voilà, ça après, j'espère que ça peut servir de driver, de même que des événements de vie. Nous, on travaille par exemple sur le fait, la grossesse, est-ce que ça change, qu'on réalise, et le fait qu'on veuille donner à manger à ses enfants de manière plus saine, et on va changer l'alimentation du foyer, le passage à la retraite. Il y a plein d'événements de vie qui peuvent changer des trajectoires, et c'est aussi de la part à la fois des politiques ou des accompagnants, des périodes de transition à saisir pour aller justement vers une alimentation plus favorable. Alors je saisis la balle au bon pour préciser un élément important, c'est que on a un rapport très individualisé dans nos têtes à la consommation alimentaire. Or, en fait, on passe quand même 80% de notre vie, on la passe en partageant un espace domestique avec quelqu'un. Et si on rajoute le fait qu'en plus, comme dans un pays comme la France, on mange en partageant le repas, parce que c'est très inscrit dans notre culture, en fait, en réalité, l'alimentation, c'est quelque chose qui est partagé. Et partager une alimentation avec quelqu'un d'autre, ça pose énormément de questions en fait sur ce que l'autre aime, sur ce que moi j'aime. Finalement, quand on est à deux, qu'est-ce que l'on mange, les préférences de l'homme ou plutôt les préférences de la femme, par exemple. Donc, il y a aussi tous ces enjeux-là qu'on n'a pas abordés. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que derrière l'alimentation, il y a aussi toute cette dimension qui est socialisée dans des espaces comme l'espace domestique où on mange au minimum la plupart du temps à deux. Une deuxième question. Moi, j'aimerais savoir comment font les scientifiques pour produire des études fallacieuses à destination justement des grands de l'agroalimentaire, comme vous avez parlé pour Coca-Cola tout à l'heure. Donc on a des résultats qui sont orientés. Est-ce que... Et là, c'est compliqué parce que soit ils travaillent mal, et puis... C'est une très bonne question, ça. Ou ils trafiquent un peu leurs données. Et c'est difficile d'accuser les gens. Il y a quelques années, il y a des journalistes d'investigation qui se sont intéressés à cette question et ils ont montré que quand la recherche scientifique est financée par l'industrie agroalimentaire, ce qui est très fréquent, les scientifiques ne vont pas produire des rapports fallacieux sciemment, consciemment. Voilà. C'est quelque chose qui est finalement, oui, pas forcément conscient. Donc, il n'y a pas une volonté de nuire, mais il y a quelque chose qui est orienté par la source du financement, dont ils peuvent prendre conscience a posteriori, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas une volonté d'orienter dans le sens, enfin sciemment en tout cas, dans le sens de la subvention reçue. Et alors ça, c'est la version optimiste, mais il y a quand même aussi des scientifiques qui n'ont pas de face. Hein. Et qui, franchement, on voit des publications ou des choses qui sortent et où c'est pas possible. Enfin voilà, mais ils sont achetés. Hein, voilà. Mais les conflits d'intérêts doivent être... on voit bien des scientifiques qui défendent des pseudosciences, qui défendent l'homéopathie. Pardon, je reviens sur les trucs qu'on connaît un peu, qui sont anti-vax, et qui sont pourtant des vrais chercheurs dans des vrais laboratoires. Et on ne sait pas s'en débarrasser en France, dans nos laboratoires. Et ailleurs, je ne sais pas comment ça marche. Peut-être que ça serait bien, que la réponse ce serait que les gens qu'on a pris à frauder, on s'en débarrasse. On les élimine du métier. Je dis des mots forts, hein, mais peut-être que... Parce que si on n'a pas confiance dans les résultats, la science, c'est poubelle. Donc ces gens, tant qu'ils seront là, et j'ai des noms, hein, mais je vais me calmer, on ne pourra pas faire confiance totalement aux papiers qui sortent. Mais une façon de le contrôler, c'est de déclarer les conflits d'intérêts aujourd'hui. Quand on veut publier un papier, on est obligé de déclarer les sources de financement et donc les conflits d'intérêts potentiels. Donc, et quand je parle de scientifiques achetés, etc., vous ne les trouverez pas, ou quasiment pas, ou je ne sais pas, dans les institutions comme l'INSERM, l'INRAE, enfin, les universités. Enfin, on a quand même de plus en plus des formations à la recherche déontologique, etc. Et là où je fais allusion à certains scientifiques, c'est certains qui sont vraiment
payer, embaucher. Enfin, vous avez entendu parler de scandales Novo Nordisk, etc., qui sont des instituts de recherche, mais qui sont complètement privés. Ils ont des doctorats, etc. Ils se présentent comme des scientifiques, mais leur recherche est totalement financée par l'industrie. Donc, il y a vraiment des scientifiques comme ça aussi. Si on va aller jusqu'au bout de l'histoire, quand même, c'est que même les revues scientifiques, c'est devenu un business. Faut bien comprendre ça aussi. C'est une industrie. C'est-à-dire qu'il y a une mafia. Hein. Ben oui, mais c'est Fois, important. ça. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont publier dans des revues où les contrôles classiques qui sont effectués sur les propositions d'articles, en fait, les contrôles n'existent pas ou très peu. Ils sont à demi contrôlés. Et donc, c'est des articles qui vont être publiés, en fait, sans aucune légitimité scientifique. Et parce qu'il existe aujourd'hui pléthore, je ne sais plus combien de centaines de milliers de revues il existe aujourd'hui, parce que c'est devenu aussi un business. Donc, il faut, en fait, la vérité, c'est qu'il y a les vrais scientifiques qui publient dans les vraies revues. Et puis les faux chasseurs. Contrôlés par leur père, parce que ça c'est important, contrôlés par leur père. Et puis il y a le reste, quoi. Ça, c'est un point essentiel pour répondre. Parce que je voudrais pas que ça donne une impression, une défiance par rapport à la science, justement. Mais d'où l'importance, on évoquait tout à l'heure des expertises collectives qui vont regarder la littérature scientifique produite, la fiabilité des études, les conflits d'intérêts qui sont normalement effectivement déclarés, etc. Et qui jugent justement de la qualité des preuves scientifiques avec tout ça. Et donc, il y a quand même un garde-fou. Et normalement, c'est des papiers les plus fiables. Là, vous savez que quand même, ça rend compte de la littérature. Donc, les anomalies des corrompus, qui sont censées être anomalistiques, normalement, sont lissées, normalement. Monsieur avait une question, ou madame, je ne sais pas. Oui, tu peux reformuler ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai dit les méta-analyses, voilà, ce sont des études qui rassemblent les données d'autres études qui existent déjà, avec des critères de qualité qui permettent d'avoir une photographie des connaissances actuelles, et donc ça lisse les résultats qui seraient un peu plus faux, un peu plus orientés, et comme ça on sait où on situe à peu près le vrai est quelque part dans dans la cible. Pour autant, si vous voulez vraiment savoir, il faut être expert du domaine. Si vous voulez savoir ce que valent les études sur l'élémentaire, il faut faire ces métiers-là. Moi, je ne sais pas. Je me fie aux méta-analyses. Mais quand le cirque, par exemple, examine et réunit 35 experts pendant un an pour parler de l'aspartame et regarder chaque étude, justement, les conflits d'intérêts sont épluchés à la loupe. Et il peut y avoir décision de mettre de côté certaines études où on sait que là, il y a eu un biais parce que le résultat va à l'encontre de toutes les autres études. Et bizarrement, c'est celle qui est financée par l'industrie. Donc, il peut y avoir, je ne parle pas de cette expertise en particulier, mais c'est aussi ce garde-fou qu'il y a, de réunir des experts indemnes de conflits d'intérêts, d'examiner tout ça avec la notion... voilà, mais l'état des connaissances, il évolue, et donc il faut se tenir à jour. Ce qui était vrai en 2024 et pas forcément en 2027. Monsieur. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de solutions qui impliquent la persuasion, l'éducation des gens pour qu'ils aient une meilleure nutrition. Je voulais savoir, avoir vos commentaires sur des solutions plus économiques, notamment la taxation, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, ça rapporte de l'argent, c'est pu être utile. Et surtout, c'est quelque chose qui, au niveau européen, reste au niveau de la souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit avec d'autres pays ou avec la Commission européenne. Donc, par exemple, pourquoi pas avoir une taxation sur le sucre, comme ça peut être fait aussi sur les sodas, le sel et d'autres choses qui seraient, disons, mauvaises pour la santé. Moi, je voudrais juste, je ne vais pas forcément répondre à votre question, mais sur l'assimilation, éducation et persuasion, parce que c'est presque deux choses antinomiques. Ce qu'on vise dans l'éducation, c'est certainement pas de persuader les gens, c'est de leur donner de l'information, mais aussi les compétences qui leur permettent de se situer par rapport à l'information. Donc on est vraiment, et au contraire, on va essayer de déconstruire les manœuvres de persuasion et de manipulation. Voilà, c'est juste... Et du coup, sur la taxe, donc effectivement, ça fait vraiment partie, quand je disais qu'il faut attaquer à différents niveaux, il y a les mesures individuelles et il y a les mesures globales qui vont permettre d'avoir une offre, un environnement alimentaire plus sain. La taxe, c'est un des moyens. Il y a la taxe soda, donc boisson sucrée, plus largement en France depuis 2012. Depuis 2018, elle est même indexée sur le taux de sucre et il y a même une pénalisation des boissons édulcorées. Et c'est effectivement un levier qui est en œuvre au Mexique depuis des années, où ils ont évalué les bénéfices de la
taxe, ça a été un grand succès. Ils ont réinjecté les bénéfices de la taxe dans des mesures de santé publique, des fontaines à eau dans les écoles pour les enfants, etc. Donc, c'est vraiment tout bénef. Donc, ça fait partie des mesures où, en effet, là, on réfléchit à l'heure actuelle à l'étendre à d'autres produits sucrés, voire à l'indexer sur le Nutri-Score. C'est-à-dire, il y a des études aussi qui ont montré, pas dans notre équipe, qui montraient que ce serait encore plus performant une taxe qui serait indexée sur de manière globale le profit nutritionnel et pas seulement sur le sucre, en termes de bénéfices sur les paniers d'achat et la qualité nutritionnelle. Donc tout ça, ça se fait partie des mesures qui permettraient en effet d'aller dans la bonne direction et sans remettre à chaque fois la faute sur le consommateur, à partir du moment, et c'est encore une fois dans le bénéfice, où les bénéfices de cette taxe servent au système de santé, à la santé publique, etc. Pas servent à... C'est quelle autre décision politique ? Et ça fait partie simplement des axes stratégiques qu'on se donne en promotion de la santé. Il y a plusieurs axes stratégiques, dont travailler sur justement la taxation, travailler sur l'environnement. Ça a fait ses preuves dans les campagnes anti-tabac. Ça faisait partie justement des lieux dédiés pour fumer, la taxation du tabac. Donc c'est des choses qui ont fait leurs preuves déjà. Et une dernière question, après on va être un peu juste. Voilà. Merci beaucoup pour les échanges. Je me suis beaucoup reconnu dans pas mal de choses que vous avez dites, notamment la classe sociale. Donc je suis plutôt issu d'une classe sociale pauvre. J'ai appris à boire de l'eau à partir de 25 ans pendant les études à la place du soda, par exemple. À moins manger de fast-food, à mieux manger à partir de 35 ans avec plus de légumes et moins de produits transformés et ainsi de suite. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'à l'école, on apprend à bien manger ? Parce que je suis plutôt croyant que beaucoup de choses se passent par l'éducation, que les enfants, ils sont pas cons, ils apprennent vite les choses. Et j'ai l'impression que c'est très déséquilibré de manière générale. Partout où on va, en fait, on voit que des choses qui ne sont pas forcément dans notre intérêt. Qu'on va dans les magasins, les publicités, etc. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas à bien manger. Et je me demande à l'école, est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui est fait à l'école aujourd'hui par rapport à tout ça. Non, Ah pardon, vas-y. J'ai pas vu. Non, c'est pas grave. Non, sur l'école, en fait, les politiques publiques, pour aller vite, elles s'appuient sur plein d'acteurs intermédiaires, dont les écoles. Et les écoles, elles sont normalement censées mettre en place la transmission de tout un ensemble de savoirs autour de l'alimentation. Ça doit passer par les enseignements en classe, ça peut passer par des ateliers qui sont organisés au sein de l'école, et puis c'est aussi pendant le moment du repas, au moment de la cantine aussi, qu'il est censé y avoir transmission, éducation autour de ces questions-là. Sauf que, je vais le dire de manière assez crue, c'est que l'école, on lui demande beaucoup de choses en fait. On lui demande beaucoup de choses. On demande en plus aujourd'hui d'éduquer sur les questions autour de l'inclusion aussi. Tout ça pour vous dire que c'est pas simple à mettre en place en réalité, et il y a beaucoup d'études qui commencent en sociologie à s'intéresser à la question de la transmission des enjeux sanitaires autour de l'alimentation à travers l'école, et qui montrent que il y a beaucoup d'inégalités. Il y a des régions qui sont plus actives sur ces questions-là, d'autres moins. Donc à l'échelle territoriale, il y a beaucoup d'inégalités en fait. Donc c'est un problème qui est compliqué. Surtout que l'éducation à cet âge-là, il est géré localement. Donc autant dans les lycées, c'est l'État ou les régions, mais la petite enfance, c'est là que ça se joue peut-être le plus, c'est vraiment très local, et donc là, la stratification, elle est maximale. Elle est maximale, et ce que je vais rajouter, c'est qu'il y a des études qui se sont... Alors, je sais bien, en sociologie, on a une variable qu'on adore, c'est la CSP, parce qu'en fait, elle est... Donc, la CSP, on rappelle ? Enfin, c'est l'origine sociale, je vais le dire de manière simple. En fait, elle se cache partout. C'est vraiment un des facteurs clés quand on essaie de comprendre ces questions. Il y a des très beaux travaux, dont une collègue, Aurélie Maurice, qui s'est intéressée justement à des ateliers d'éducation mis en place dans des écoles au collège. Et ce qu'elle montre, c'est que l'efficacité, pour aller très très vite, elle est encore une fois liée à l'origine sociale des enfants qui vont bénéficier. Donc je ne vais pas aller trop loin, mais c'est pour dire une fois encore que il y a toujours des filtres qui agissent, et il faut arriver aussi à casser ces filtres. Les enfants qui sont déjà un peu favorisés sont plus réceptifs à ce type de message. Oui, exactement. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On rame deux fois pour ceux qu'on aurait besoin. Il y a des ateliers qui sont aujourd'hui mis en place et qui essayent de dépasser ces enjeux-là, en fait, et qui sont relativement efficaces. Le temps va nous manquer, mais je vous laisse... C'est hyper important, donc je veux qu'on continue. Hein, mais juste nuancer pour terminer sur l'éducation.
Le danger, il me semble, c'est de dogmatiser les savoirs en alimentation. Donc l'école n'est pas là que pour transmettre des choses, pour transmettre des savoirs qui sont valables aujourd'hui, qui seront peut-être plus valables dans 10 ans. Et pour le coup, l'éducation nationale l'a bien compris parce qu'aujourd'hui, un des piliers, enfin un des éléments sur lesquels est construit le programme d'éducation des enfants, c'est les compétences psychosociales, le développement des compétences psychosociales dont la pensée critique fait partie. Parmi d'autres, des compétences cognitives, émotionnelles et sociales, et transmettre des connaissances, c'est intéressant. Apprendre à aller chercher l'information, savoir la critiquer, savoir la mettre en lien, c'est mieux parce que c'est ce qui permettra finalement à la personne d'être autonome dans un environnement contraint, mais d'avoir une certaine marge d'autonomie et de pouvoir s'en sortir plus tard dans sa vie pour faire des choix éclairés. Alors, évidemment, hyper important. Après, je suis à peu près sûre, je peux mettre ma main à couper, que dans 10 ans, on dira toujours qu'il faut manger des fruits et légumes et qu'il ne faut pas boire trop d'alcool, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à transmettre. Et moi, j'ai eu 2 enfants qui sont passés récemment où là, ils ont encore il faut manger de la viande à chaque repas. Il faut les recommandations du PNNS des années 80, qui n'existaient pas déjà, avec aussi les sources d'énergie dans l'alimentation, une photo d'une barre énergétique. Donc, voilà, on en est quand même là. Et je ne jette pas la pierre aux enseignants. Je suis d'une famille d'instit, donc je crois à fond, moi, justement, à ce rôle de l'éducation, qui est, voilà, il faut pas dogmatiser, mais il faut quand même leur faire passer certains repères sur des choses de base dont on sait que, même s'il y a des débats scientifiques, il y a des choses de base qu'on peut maintenant dire de manière... on a des certitudes quand même en science, on n'a pas que des incertitudes. Et il faut passer ça, il faut faire une éducation à l'utilisation du Nutri-Score. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il ne dit pas que les bonbons, c'est interdit. Comment l'utiliser au quotidien, etc. Et ça, on aurait, ne serait-ce que, il faut former les instituts, les profs, etc. Ils ne peuvent pas avoir la science infuse, ne serait-ce que d'avoir 1 heure de webinaire en formation continue chaque année qui remet à plat, voilà, les recommandations pour les tranches d'âge des enfants que vous avez, etc. Les principaux messages à faire passer, ça me semble être extrêmement important. Et moi, je pousserai là-dessus dans le prochain PNNS, en tout cas. Donc c'est au stade enfant, parce qu'en plus, les effets sur la santé commencent là. Voilà. Vlad avait une question sur les cycles courts qui revient du chat de nos internautes. Parce qu'il a été question de fruits et légumes de saison à plusieurs reprises, et dans le chat, la question se pose, est-ce qu'il ne serait pas plus avantageux, encore plus avantageux en tout cas, de valoriser les produits locaux? Et vous avez 3 minutes pour tous les 3. Donc une personne répond, et puis vous dites oui ou non. Oui, et puis... oui, si beaucoup. 8 ans d'études. Bon, voilà. Sur les circuits courts, un conseil aux gens sur le manger court, un repère à avoir pour... Bien sûr, à la fois pour l'environnement, pour nous, pour le fait qu'ils n'auront pas besoin d'avoir 50 pesticides pour tenir, de venir d'ailleurs à l'autre bout du monde, etc. Donc bien entendu que c'est à développer, le tissu associatif, le tissu local, voilà, il n'y a que des bénéfices. Et pour ça, il faut créer du savoir pour comprendre ce qu'on fait. On vous remercie beaucoup. J'aurais adoré passer 2 heures de plus, comme vous, je crois, hein, mais on peut la remercier, mais on a fini. Merci. Mais il reste un quiz.